Coucou. En septembre 1987, Ursula Barwick prend un train pour Sydney. Elle n'a que 17 ans, mais elle vient de décrocher son premier job. Une nouvelle vie s'offre à elle et elle a donc pu louer un appartement. Elle dit à son père, qui l'accompagne sur le quai de la gare, qu'elle l'appellera dès qu'elle arrive à Sydney dans son nouveau logement. Le problème, c'est que cet appel ne sera jamais passé. Pendant 30 ans, la famille d'Ursula n'aura aucune nouvelle d'elle. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler d'un cas de disparition qui n'a absolument rien à voir avec tous les autres cas qui ont déjà été traités sur la chaîne. Vous allez voir que la résolution de cette affaire est assez sordide tout en restant très triste. Si vous avez déjà pensé à fuguer, à fuir de chez vous pour débuter une nouvelle vie, cette vidéo est pour vous, puisque vous allez voir que s'il vous arrive quelque chose, si vous tombez sur quelqu'un de mal intentionné, vos parents ne pourront sûrement jamais vous retrouver. Alors installez-vous confortablement, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications et aussi à vous abonner puisque j'ai vu dans mes statistiques qu'il y a des gens tous les vendredis à 18 h qui viennent sur la chaîne sans être abonnés. Alors peut-être qu'on est déjà 750 000 sur la chaîne, c'est assez énorme d'ailleurs, mais voilà, un petit abonnement en plus, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton. Bref, on est parti. Septembre 1987. Pour une fois, nous ne sommes pas aux États-Unis, mais en Australie, dans la très petite ville de Quirindi, qui compte à l'époque moins de 2000 habitants. Donc, c'est vraiment une petite ville campagnarde, tranquille, comme on peut le voir sur les photos dispo sur internet. C'est donc dans cette petite bourgade que vit Ursula Barwick, 17 ans. Elle est la fille de Peter et Cherry, qui ont divorcé lorsqu'Ursula avait 6-7 ans. Puis Peter s'est remarié à une femme nommée Elizabeth et ils ont fondé leur propre famille. Elizabeth a eu 2 enfants nommés Andrew et Kate et Ursula aimait beaucoup son frère et sa sœur et s'en occupait assez souvent. De leur côté, Andrew et Kate appréciaient eux aussi énormément leur grande sœur et vous verrez par la suite que cet amour était tellement fort et réciproque qu'il permettra de résoudre notre futur mystère. Ursula était une ado joyeuse, mais avec un sale caractère. Ses parents ne lui ont jamais vraiment donné de limites. Ils étaient occupés avec leur divorce, puis ont ensuite refait leur vie. Donc, ils vont laisser beaucoup d'indépendance à Ursula, qui malheureusement, malgré son jeune âge, va rapidement lâcher l'école et va commencer à sortir de plus en plus dans les rues, malgré son jeune âge à l'époque, 15-16 ans. Malgré le fait qu'elle n'aimait pas l'école, Ursula n'était pas une fille feignante. Elle travaillait et avait l'habitude de faire du babysitting. De ce côté-là, il n'y a jamais eu aucun souci et elle n'a jamais eu aucun incident avec les enfants qu'elle gardait. Malheureusement, à l'âge de 16 ans, Ursula a été chassée gentiment par sa mère, puisque c'est Cherry qui avait eu la garde d'Ursula et le problème c'est que c'était une femme seule, célibataire et qui travaillait. Donc elle n'avait pas le temps de s'occuper de toutes les conneries que faisait sa fille. Elle n'allait pas à l'école, donc à chaque fois pour les absences, quelqu'un l'appelait. Elle commençait à faire des petits vols à gauche et à droite, elle traînait dans les rues, donc Cherry lui a dit « Écoute, moi je travaille, j'ai des choses à faire, j'ai des préoccupations dans la vie, donc tu vas vivre chez ton père. » Ursula est donc partie vivre à cette époque chez Peter, son père, et puis elle a continué à ne plus aller à l'école, à faire de temps en temps du babysitting et à sortir en soirée. Elle se rendait d'ailleurs assez souvent à Sydney, ville dans laquelle elle avait un groupe d'amis et ville également dans laquelle elle s'occupait de différents enfants en échange d'un peu d'argent. Lorsqu'elle partait à Sydney, elle prenait généralement un train très tôt le matin, puis rentrait le soir. Mais un jour, Ursula manquait à l'appel du dîner. Peter a donc rapidement prévenu les autorités et Ursula a été portée disparue. Et puis, 2 jours plus tard, toute souriante, Ursula est finalement rentrée à la maison. Avant que son père ne s'énerve, elle lui a dit « T'inquiète pas papa, j'ai juste eu un imprévu, j'ai pas pu rentrer à la maison avant, j'étais coincée à Sydney, mais j'ai une bonne nouvelle. » Ursula explique à son père qu'elle a réussi à décrocher un job à Hornsby, une petite commune collée à Sydney dans un magasin de vêtements. Peter a donc rapidement pardonné sa fille et il était très content pour elle.
Il l'a donc soutenue dans son projet, elle venait d'avoir 17 ans, l'âge légal en Australie pour arrêter l'école, et donc il lui a fourni des papiers pour qu'elle puisse louer un appartement. Son job devait normalement commencer milieu septembre, donc il lui fallait un logement assez rapidement. Ursula a trouvé un appartement seule, a fait des visites seule, puis a fini par trouver un logement pour pouvoir débuter son travail. Pour le moment, rien d'étrange, je trouve pas ça bizarre que Peter ne l'accompagne pas visiter des appartements, ni signer des papiers. Personnellement, à 19 ans, quand j'ai voulu avoir mon premier appartement, j'ai visité moi-même et j'ai eu mon premier appartement moi-même seul. Donc voilà, je trouve pas ça étrange que ses parents ne l'accompagnent pas plus que ça. Bref, elle signe son appartement et milieu septembre 1987, c'est le grand départ. Ursula va enfin pouvoir faire quelque chose de sa vie. Elle a lâché les cours, mais elle vient de trouver un travail. Elle va devenir une femme indépendant. Son père est très content pour elle et donc il l'accompagne à la gare. Ursula à ce moment-là est chargée d'une valise et elle dit alors à son père: lorsque j'arrive et que je suis installée dans l'appartement, je t'appelle ce soir et comme ça d'ici quelques jours tu pourras venir avec toute la famille et en même temps tu m'apporteras le reste de mes affaires. Peter à ce moment-là a donné un peu d'argent à sa fille pour qu'elle puisse s'acheter de la nourriture en attendant sa première paye, c'est normal. Et puis voilà, il lui a dit au revoir, il lui a embrassé et c'était vraiment un père qui était très content pour sa fille qui avait réussi à s'en sortir toute seule. Il dira qu'Ursula à ce moment-là semblait heureuse, joyeuse, elle souriait et était très confiante. Quelques minutes plus tard, le train part. Ursula a un grand sourire, elle dit au revoir à son père et Peter lui fait également signe en souriant. Ce sourire, ce visage, Peter ne l'oubliera jamais pendant les 30 prochaines années. Ursula n'appellera jamais et elle va disparaître. 2 jours plus tard. Au début, les parents d'Ursula n'ont pas du tout trouvé étrange le fait qu'elle ne donne pas de nouvelles le soir même. Voilà, elle avait déjà disparu une fois, c'était une fille assez indépendante, donc ils se sont dit qu'elle finirait bien par appeler dans quelques jours. Mais les jours vont continuer à passer. 1 semaine plus tard. Cette fois-ci, c'en est trop. Peter et Cherry commencent quand même à s'inquiéter. Ça fait 1 semaine qu'Ursula est censée avoir emménagé à Sydney et elle n'a donné de nouvelles à personne. Sydney est quand même une ville énormissime, Ursula vient de la campagne, donc ses parents voudraient quand même au moins un peu de nouvelles. Tous les soirs, Peter et Cherry, qui sont divorcés je le rappelle, s'appellent pour savoir si l'un ou l'autre a eu des nouvelles d'Ursula. Mais personne ne recevra jamais d'appel. Cherry va donc appeler des familles d'amis d'Ursula qui habitent à Sydney, mais personne n'est au courant de son arrivée en ville. Peter décide alors de prendre sa voiture et de se rendre à Sydney. Il en a pour plus de 4 heures, mais il est vraiment très inquiet. Le problème, c'est que Peter a toujours vécu dans sa petite ville de moins de 2000 habitants, entouré de campagnes et de champs. Sydney est une ville gigantesque, impossible de retrouver quelqu'un à travers les milliers de rues qui divisent la ville. Il se rend donc dans un commissariat pour déclarer qu'Ursula a disparu après son arrivée en ville. Il passe donc plus d'1 heure avec les policiers pour rédiger un rapport de disparition. Il décrit Ursula, ses cheveux, ses yeux, les vêtements qu'elle portait, la marque de ses chaussures, et puis voilà, il s'en va et il rentre chez lui. Le problème, c'est que quelques jours plus tard, les policiers de Sydney vont le rappeler en lui disant: écoutez monsieur, on est désolé, en fait on a perdu le rapport qu'on avait rédigé concernant la disparition de votre fille, est-ce que vous pouvez revenir ? Alors autant vous dire que l'enquête commence mal, voire très mal. Je pense que c'est la première fois dans une HVF que dès le début, les flics perdent le rapport de disparition. Imaginez quand même un peu le délire. Le père a dû refaire le trajet, a dû se retaper 4 heures. Ça fait plusieurs jours qu'il a fait faire ce rapport et qu'il a été à Sydney. Et à partir de là, ça fait plus d'1 semaine qu'Ursula n'a plus donné de nouvelles à personne. Bref, Peter refait le trajet, refait le rapport, redécrit Ursula, puis il repart. Les équipes de Sydney sont donc enfin prévenues qu'une certaine Ursula Barwick a disparu. Et vous êtes sûrement en train de vous demander, mais pourquoi Peter ne se rend pas à l'appartement que Ursula avait loué? Eh bien tout simplement parce qu'il n'a pas l'adresse. Ursula ne lui a pas communiqué d'adresse. Peter a juste donné ses bulletins de salaire pour se porter garant de l'appartement d'Ursula, et puis c'est tout. Ursula lui a dit: je t'appellerai, et puis voilà, je te donnerai l'adresse. Vous savez, c'est pas forcément une information hyper importante. Je reprends mon cas par exemple, quand j'ai loué mon premier appartement, avant que mes parents viennent me voir,
il connaissait pas l'adresse, il savait pas exactement où était situé mon appartement, il savait dans quelle ville j'étais, mais pas où. Eh bien, c'est pareil pour Ursula. Ses parents devaient venir la voir et elle aurait donc à ce moment-là communiqué l'adresse. Et donc, Peter est complètement paumé. Il s'est porté garant d'un appartement dont il ne connaît même pas l'adresse. Mais il se dit que d'ici un mois, normalement, le propriétaire de cet appartement devrait donc l'appeler pour lui dire qu'Ursula n'a pas payé son loyer et que donc ça va être à Peter de payer. Et vous allez voir que c'est cet élément qui va commencer à faire douter la famille. Puisque, une fois de plus, les jours vont continuer à s'écouler et nous voilà donc un mois plus tard. Au bout de ce premier mois, Peter s'attend donc à être contacté par le propriétaire de l'appartement pour qu'il paie le loyer. Mais une fois de plus, cet appel n'arrivera jamais. Et donc, la famille d'Ursula va commencer à se demander si elle n'a pas disparu d'elle-même, si elle n'a pas mis tout en place pour disparaître. Voilà, maintenant apparemment elle a son appartement, personne n'a appelé Peter, donc ça veut sûrement dire qu'elle paie son loyer et elle travaille. Donc elle a plus besoin de personne. Ça rend très triste sa famille, encore plus son petit frère Andrew, mais voilà, ils commencent à l'accepter. De leur côté, les policiers de Sydney ne font rien. Vu la personnalité d'Ursula, ils se disent qu'elle a sûrement fugué et qu'elle finira bien par rentrer d'elle-même. Et ce n'est qu'à la période de Noël, au mois de décembre, plus de 3 mois après la disparition d'Ursula, que sa famille va commencer à se poser des questions. En effet, les Barwick sont une famille assez croyante qui fête réellement Noël en famille. Et donc, ils s'attendent à recevoir un appel ou même une lettre d'Ursula. Mais rien n'arrivera jamais. Et à partir de là, Peter va commencer à se poser des questions. Jamais Ursula n'aurait voulu faire de peine à Andrew et Kate en ne venant pas à Noël. Même un simple coup de téléphone leur aurait fait plaisir. Mais là non, elle fait réellement la morte. Peter va donc de nouveau se rendre à Sydney et il va demander aux policiers s'ils ont du nouveau. Et les policiers lui répondront que oui, quelqu'un aurait signalé avoir vu Ursula dans le quartier de King Cross, un quartier réputé pour ses boîtes de nuit, mais surtout pour sa mauvaise fréquentation et sa criminalité très élevée. Autant vous dire que cette piste ne rassure pas du tout, mais alors pas du tout la famille, puisque dans ce genre de quartier, lorsqu'il se passe quelque chose, tout le monde fait mine de ne rien voir et de ne rien entendre. Donc s'il est arrivé quelque chose à Ursula dans ce quartier, peut-être qu'on ne connaîtra jamais la vérité. Peter va alors faire imprimer et afficher des photos d'Ursula dans le quartier. Il va demander à des gens s'ils ont vu Ursula, mais personne ne l'a croisée. Pourtant, il ne le sait pas, mais il est bien sur la bonne piste. Malheureusement, il l'apprendra bien trop tard. Il va aussi se rendre à Hornsby et va faire rapidement le tour des boutiques. Et à sa grande surprise, personne n'a embauché Ursula. Sa fille est partie à Sydney, sans appartement et sans travail. Elle est donc normalement, à ce jour, à la rue. Mais elle avait forcément un plan. Pourquoi aller dans une ville comme Sydney si on n'a rien? Pourquoi ne pas rester chez ses parents? C'est comme si vous, là tout de suite, vous preniez un train pour Paris, sans job, sans appartement, et puis voilà, vous disparaissez. Malheureusement, les années vont passer, Peter finira sous antidépresseur, tellement il se sent coupable de la disparition de sa fille, tellement il s'en veut de ne pas s'être assez occupé d'elle. Cherry, quant à elle, décédera d'un cancer en 2004 et dans ses derniers instants, elle dira être heureuse de pouvoir enfin revoir sa fille, puisque quant à elle, elle était persuadée qu'Ursula était décédée. On saura très bientôt si sa prédiction était bonne. Entre-temps, Andrew, le frère d'Ursula, a commencé une carrière en tant que policier. Il expliquera plus tard avoir choisi ce métier dans le seul but de retrouver sa sœur. Et il va réussir. En tout cas, il va apporter sa petite pierre. Il va faire en sorte qu'un dossier soit officiellement créé concernant le cas d'Ursula. Elle est donc à ce moment-là inscrite officiellement dans le registre des personnes disparues mystérieusement, puisqu'avant ce n'était pas le cas. Et l'un des très bons amis d'Andrew, qui s'appelle Marsh et qui travaille dans l'unité des personnes disparues, va se rendre compte qu'un corps non identifié depuis plusieurs années ressemble à Ursula. Mais la piste ne sera pas suivie.
Cette inscription dans le fichier va permettre en 2010 de faire apparaître Ursula dans une campagne dite de progression d'âge dans laquelle on affiche des personnes disparues avec l'apparence qu'elles devraient avoir normalement aujourd'hui. Donc de gigantesques panneaux vont être mis dans les aéroports et les centres commerciaux, bref dans les grands axes australiens. Malheureusement, cette campagne massive ne donnera rien. La cousine d'Ursula, Melissa Pouliot, qui avait 14 ans au moment de sa disparition, va se plaindre de cette campagne d'affichage en disant que les cheveux, les yeux ne correspondent pas du tout à Ursula. Et elle va donc contacter l'association qui est en charge de cette campagne, mais on lui répondra que non, c'est trop tard pour modifier. C'est-à-dire qu'on leur dit que Ursula n'avait pas cette couleur de cheveux, que voilà, elle ne ressemblait pas vraiment à ça, l'image est assez mal faite en plus c'est vrai, mais on lui répond juste que oh non, la flemme, on va pas modifier. Alors que ça pourrait être super important. Peut-être que des gens ont croisé Ursula depuis et que, à cause de cette photo qui est plutôt mal faite, ils vont pas du tout la signaler. Après Andrew, le frère, ça va donc être à Melissa, la cousine, de faire avancer les choses. Et c'est ça qui est assez dingue dans cette histoire, c'est que chaque membre de la famille va réussir peu à peu à faire avancer les choses. Melissa va écrire un livre intitulé Write About Me, dédié à Ursula et à toutes les personnes disparues en Australie. Mais attention, le livre ne raconte pas l'histoire d'Ursula, mais elle s'en inspire fortement. D'ailleurs, dans les premières lignes du livre, il est clairement écrit que le livre est dédié à Ursula. 2014. Quelques mois seulement après la sortie du livre de Melissa, les choses commencent enfin à bouger. Une page Facebook est créée pour la mémoire d'Ursula et une enquête est de nouveau ouverte. De nouvelles affiches sont créées, jaunes, pétantes, pour attirer le regard des gens. Les anciens amis d'Ursula se manifestent et envoient leur soutien à la famille, et ils leur font également parvenir des lettres qu'Ursula leur avait envoyées l'été précédant sa disparition. Ces lettres, Melissa va les lire en long et en large, puisque pour elle, les mots ont un sens. Et dans ces lettres, il se cache forcément un indice ou quelque chose qui pourrait permettre de retrouver Ursula, puisque ces lettres, ce sont des discussions assez intimes qu'Ursula avait avec des amis avant sa disparition. Et Melissa est persuadée que dans l'une de ces lettres se cache quelque chose qui va lui permettre de retrouver sa cousine. Entre-temps, 2 ans vont passer. 2016. Cette année-là, Melissa s'est rendue compte que dans l'une des lettres, Ursula a écrit qu'elle aimait bien le prénom Jessica. On sait d'ailleurs à cette époque précisément et enfin qu'elle a disparu entre milieu et fin octobre 1987, puisque des gens se sont manifestés et ont dit l'avoir vue à cette période. Ensuite, plus personne ne l'a jamais revue. Ils l'ont vue bien évidemment dans le quartier de King Cross. Pour en revenir au prénom Jessica, Melissa va demander aux enquêteurs si il n'est pas arrivé quelque chose à une certaine Jessica entre milieu et fin octobre à Sydney ou dans ses alentours. Et les enquêteurs vont découvrir qu'une certaine Jessica Pierce, le 27 octobre 1987, a été retrouvée morte. On sait d'ailleurs précisément ce qui lui est arrivé puisque le dossier est à ce jour clos. Son corps n'a jamais été réclamé et elle a été enterrée seule dans un cimetière sans funérailles. Les photos de la scène existent et des photos de cette fameuse Jessica Pierce existent également. Les enquêteurs trouvant que les photos de cette Jessica Pierce décédée ressemblent vachement à Ursula. Et d'ailleurs, ils ne trouvent même pas que cette Jessica lui ressemble. Ils pensent vraiment que cette Jessica est Ursula. Elle a les mêmes cheveux, les mêmes yeux, le même teint de peau, la même corpulence. Bref, ils se décident donc à aller voir Peter et sa femme Elizabeth. Imaginez quand même la violence de la scène. Quasiment 30 ans après la disparition de sa fille, des enquêteurs se pointent chez Peter en lui disant: écoutez, on va vous montrer des photos d'une femme décédée, vous allez devoir nous dire si c'est Ursula. Les enquêteurs montrent donc les photos à Peter. On y voit cette Jessica Pierce allongée sur le bitume face à l'appareil et Peter s'effondre littéralement. Il reconnaît Ursula. Elle a les mêmes vêtements, la même coupe de cheveux, la même corpulence comme l'avaient remarqué les enquêteurs et pour lui, c'est elle, c'est Ursula. Des tests ADN viendront quelques jours plus tard confirmer ces dits. Jessica Pierce, qui est décédée en octobre 1987, s'appelait en réalité Ursula
Barwi. Et voici ce qui lui est arrivé. En septembre 1987, lorsqu'elle arrive à Sydney, Ursula n'a pas de logement et n'a pas de travail. En réalité, durant ses différents voyages à Sydney, elle a rencontré un garçon de son âge qui s'appelle Mark et qui vit dans un squat à King Cross avec des enfants de la rue. Toutes ces personnes vivent de vol. Et c'est cette vie qu'Ursula a choisie. Elle s'est donc présentée à eux, à sa nouvelle famille, en tant que Jessica Pierce, sans imaginer une seule seconde que pendant 30 ans, elle allait faire vivre un enfer à sa famille. Le 27 octobre 1987, Ursula, son petit ami Mark, accompagné de Hans et Robert, deux amis, décident de partir à Melbourne, situé à plus de 800 km de Sydney. Pour faire le trajet, ils volent une voiture laissée sans surveillance sur un parking. Hans va alors conduire jusque Yass, avant de donner le volant à Robert, qui lui va conduire jusqu'au petit matin. Mais avec la fatigue, il va s'endormir au volant, rouler trop vite et percuter une camionnette. Dans cet accident, Mark survivra, il deviendra paraplégique. Hans et Robert, quant à eux, feront de la prison. Ursula, connue de ses amis sous le nom de Jessica Pierce, décédera dans l'accident. Elle dormait sur la banquette arrière de la voiture, n'était pas attachée et n'a donc pas survécu. Son corps reposera pendant 15 mois dans une morgue. Rendez-vous compte, pendant que toute sa famille la recherchait, Ursula était en réalité décédée. Et pour ne pas arranger les choses, l'une de ses amies de King Cross viendra l'identifier en tant que Jessica Pierce. Elle sera donc enterrée sous ce nom. Elle reposera donc dans un cimetière près de Sydney pendant 30 ans sous une fausse identité. Pourtant, Marsh, l'ami d'Andrew, le spécialiste des personnes disparues, avait depuis 2010 remarqué des similitudes entre Jessica et Ursula. Il avait même préparé un communiqué à envoyer à la famille, mais ses supérieurs lui ont dit que non, Jessica n'était pas Ursula et qu'il fallait lâcher cette piste. Depuis 2010, il avait en réalité la vérité devant ses yeux. À la fin de l'année 2015, lorsqu'il a vu le visage d'Ursula placardé un peu partout, il a compris qu'il avait déjà résolu l'affaire mais que personne n'avait voulu le croire. Il a donc contacté les nouveaux enquêteurs, leur a envoyé le dossier de Jessica et puis voilà, les choses se sont faites par la suite. Hans, l'ami d'Ursula qui a survécu, est toujours en vie aujourd'hui. Il dira que c'était une fille très gentille, toujours à s'occuper des enfants et qui aimait la vie de squat et rejetait la vie en société. Et vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi les amis d'Ursula, à l'époque, n'ont pas contacté la famille et les enquêteurs qui la recherchaient justement. Voilà, même si elle se faisait appeler Jessica, ils ont bien dû remarquer que la fameuse Ursula qui était recherchée, c'était cette Jessica. Mais en fait, ça s'explique assez facilement. Mark était devenu handicapé, donc il faisait pas trop attention aux infos qui tournaient autour de lui. Hans et Robert avaient fait de la prison et tous ses autres amis de squat à King Cross avaient soit quitté la ville ou alors ne voulaient pas parler, ou bien ils étaient complètement honnêtes et ils ont juste pas reconnu Ursula, ou plutôt Jessica du coup, sur les photos diffusées. En 2017, l'enterrement d'Ursula a finalement eu lieu. Il y avait beaucoup de ses amis de l'époque qui ont donc aujourd'hui une cinquantaine d'années et sa famille a pu enfin faire son deuil, et surtout son père. Depuis, en Australie, le système a changé. À chaque fois qu'une personne disparaît, on compare son cas avec la liste des corps non identifiés ou qui n'ont pas été réclamés. C'est ainsi que se termine la très triste histoire d'Ursula Barwi. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez voiture en commentaire. C'était une histoire qui changeait vraiment d'habitude. Elle était peut-être un peu moins spectaculaire, mais je pense qu'elle valait vraiment la peine d'être écoutée et peut-être que ça permettra à certaines personnes de ne pas partir, de ne pas changer leur identité, puisque on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas d'activer la cloche, de me suivre sur Instagram et Twitter, d'aller voir la dernière vidéo qui est sortie. C'était Max Guys, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle HVF, et puis